Hello, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous laisser vous connecter petit à petit. Vous êtes en direct avec moi sur ce live sur le deuil du conjoint. Les trois clés pour se reconstruire. Et je vais vous laisser vous connecter. Alors, n'hésitez pas moi, je vais vous apporter des contenus, c'est l'objectif. Mais n'hésitez pas non plus à me faire des remarques, à me partager vos prises de conscience parce que j'ai pas envie de faire ce live toute seule, de parler toute seule. Et c'est toujours plus sympa quand on est dans l'échange. C'est beaucoup plus chouette. Et puis pour les personnes qui verront le replay, eh bien n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires parce que j'y répondrai aussi volontiers a posteriori. Voilà. Je vais vous laisser vous connecter et puis peut-être ceux qui sont déjà en direct, si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation, mais me dire si vous avez connu la mort de votre conjoint, si vous avez vécu cette épreuve et puis un petit peu dans quelles circonstances et comment vous êtes surtout aujourd'hui, comment vous vous sentez aujourd'hui là où vous en êtes. Donc ça serait intéressant pour moi, comme ça j'orienterai aussi ma conférence par rapport à ça. Voilà. Je vous laisse vous connecter tranquillement. Alors faites-moi un petit coucou pour me dire, parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont là. Et puis je vais démarrer. Alors, je vais commencer déjà par vous dire que ce dont je vais parler, les suggestions, les propositions, les choses concrètes que je vais vous amener, c'est vraiment à prendre ou à laisser de côté si ça vous parle pas, puisque en fait le deuil c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent pour chaque personne, même si là on est sur la thématique du deuil du conjoint. On est vraiment, on vit le deuil du conjoint de façon différente. Vous pouvez rencontrer des personnes qui ont perdu aussi un conjoint, mais qui vont vivre les choses vraiment différemment. Et donc, du coup, il n'y a pas de bon ou de mauvais ressenti. Euh, on vit les choses vraiment différemment. Il y a autant de deuil que de personnes endeuillées. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Donc, tout est vraiment... Merci pour le pouce. Merci Pierre. Donc, tout est vraiment normal. Alors, bien sûr, il peut y avoir des deuils pathologiques, mais c'est hyper rare. C'est vraiment très rare. Donc, ce que vous vivez, vos émotions, qu'elles soient fortes, que vous soyez en colère, etc., que vous pleuriez et tout, c'est normal. Donc, ça, je voudrais vraiment replacer ça. Et puis, donc, on va parler de la reconstruction, mais il faut que vous sachiez aussi qu'il y a une première chose qui se met en place naturellement, sans que vous fassiez quoi que ce soit. Dès l'annonce de la mort de votre conjoint, pour moi, pour vous, les choses se sont mises en route naturellement au niveau du corps et au niveau du psychisme. Il y a un travail qui se fait naturellement du corps et du psychisme pour vraiment bien cicatriser cette blessure. Donc ça se fait de façon involontaire, inconsciente, c'est pour ça que j'en parle, mais on est des super machines. Et en fait, votre corps et votre psychisme a fait le travail dès le démarrage. Donc ça, il faut le savoir parce que peu de gens le savent. Donc ça, je voulais le repréciser. La deuxième chose, et c'est ce qu'on appelle le processus de deuil qui se déclenche, voilà, dès l'annonce. Et ensuite, vous allez démarrer sur le chemin de la reconstruction à partir du moment où vous avez accepté la réalité. Alors, accepter la réalité, ça ne veut pas forcément dire accepter la mort de son conjoint. Vous allez certainement continuer à trouver que c'est inacceptable, que c'est injuste, que ça n'a pas de sens. Mais vous allez accepter, vous allez comprendre qu'il n'est plus là physiquement et qu'il n'est plus là dans la réalité. C'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer
consciemment à poser des actions vraiment conscientes pour vous reconstruire. Alors, la prise de conscience de la réalité, elle peut arriver plusieurs mois après, parfois plusieurs années. Il n'y a pas de temps de défini, c'est différent pour chacun. Souvent, ce qui nous aide à prendre conscience de la réalité, c'est vraiment des choses hyper concrètes. Pour certains, ça va être l'enterrement, les funérailles, le fait de voir le cercueil descendre en terre. Pour d'autres, ça va être des choses très matérielles comme l'acte de décès. Ça va être le fait de se réorganiser et ça peut prendre du temps. Moi, à titre perso, quand Jeff s'est suicidé, j'ai mis plusieurs semaines à comprendre cette réalité, au point où dans la rue, des fois, j'avais un gars qui était devant moi et je pensais que c'était lui et j'avançais discrètement pour voir si c'était lui. Donc, ça, c'est assez déstabilisant et c'est tout à fait normal. Voilà, ça fait partie des choses. Donc, il y a ce processus naturel, inconscient du corps et du psychisme qui commence à cicatriser dès l'annonce. Et puis, il y a ce qu'on appelle ce travail de deuil qui se met en route à partir du moment où vous avez accepté cette réalité. Et je le redis bien, c'est complètement différent d'accepter la réalité que d'accepter le départ, quoi. On peut continuer toute sa vie à trouver que c'est injuste et inacceptable que son conjoint soit décédé. Voilà. En intro, je voulais vous amener ça. Je ne sais pas s'il y a quelques remarques par rapport aux gens qui sont là. Faites-moi des pouces, des cœurs si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Je vais vous laisser ou écrire un petit mot, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont là, mais je ne sais pas qui est là. Je sais que vous voulez rester discret, mais juste un petit signe. Et puis, je vais continuer. Alors, je vais démarrer par la première clé que je vous propose. Alors, il n'y a pas d'ordre chronologique. La première clé, pour moi, c'est vraiment de vous encourager à vivre vos émotions. Alors, c'est une période, c'est un moment où on vit des émotions. Merci Stéphane. Je vois qu'il y a les clients qui sont là, c'est top. Merci Marine. La première chose, c'est donc de vivre ses émotions. Donc, on vit en fait un moment où nos émotions sont complètement chaotiques, où c'est le gros bazar dans nos émotions. C'est hyper violent, c'est hyper douloureux. Je pense qu'il n'y a pas forcément de mots descriptifs, enfin pour décrire, on va dire, pour décrire ce qu'on ressent. Moi, je l'ai vécu et je ne suis pas forcément en mesure de mettre des mots. C'est hyper compliqué, c'est une souffrance extrême. Donc, les émotions, eh bien, on peut passer par des moments de colère. Donc, colère contre, si votre conjoint était malade, contre l'équipe médicale, vous pouvez être en colère contre votre famille, vous pouvez être en colère contre le patron de votre conjoint parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait ou pour X raisons. Vous pouvez être en colère, voilà, par rapport aux éléments autour. Vous pouvez être en colère aussi. Alors ça, c'est difficile aussi de l'avouer, mais contre votre conjoint qui est parti, qui vous a laissé. Vous pouvez être en colère contre lui pour plein de raisons. Donc, je sais que c'est difficilement avouable, mais voilà, c'est des choses aussi possibles. C'est pas facile à dire, mais moi, j'ai eu une phase comme ça de colère contre Jeff. Et puis, vous pouvez être en colère aussi contre vous. Donc ça s'associe plus à de la culpabilité parce que vous estimez vous en avez pas fait assez, que vous êtes peut-être en colère contre vous parce que vous estimez que vous auriez dû dire plutôt à votre conjoint de se soigner. Vous êtes en colère contre vous parce que un soir vous êtes absenté et puis voilà, il t'arrive un accident. Donc ça peut être voilà plein de choses comme ça autour de la colère, mais dirigée contre vous. Et puis, vous pouvez être dans une peur de l'avenir, un espèce de sentiment d'insécurité, comme ça, de manque, peur de l'avenir par rapport à vous financièrement, par rapport à vos enfants, par rapport à l'avenir.
Il peut y avoir une vraie détresse, une impression de devenir complètement zinzin, de devenir complètement fou, et de vivre un peu au début comme dans un état de brouillard, dans quelque chose complètement d'irréaliste. Donc ça, c'est des émotions qui sont très fortes. Vous pouvez ressentir une très très grande fatigue, avec des difficultés pour vous concentrer. Donc c'est vraiment un moment où vous vivez, et on vit tous ces émotions-là quand on perd son conjoint, hyper fortes. Et moi, ce que je vous encourage, c'est de ne pas refouler ces émotions-là. On peut être parfois dans la retenue de ces larmes, en se disant je vais être costaud, je vais être fort, je vais être forte. De pas pleurer, donc de ne pas être dans la retenue. Et si vous avez besoin de crier, de hurler, moi je vous encourage vraiment à le faire, et vous êtes normal si vous le faites. Vous êtes complètement et ça va vraiment vous aider. Donc ça, c'est la première chose que je veux vous amener. Ensuite, pour vivre ces émotions, l'idée, c'est aussi de mettre des mots sur vos ressentis, sur cette impression de choses qui n'a pas de sens, de ce que vous ressentez, de votre colère, de votre culpabilité, de peut-être votre grande tristesse, de remettre des mots dessus. J'ai envie de dire autant que c'est nécessaire. Parfois, on est beaucoup dans la répétition et on se dit, oh là là, je rengaine, voilà. Et c'est pas du tout pathologique. C'est pas du tout pathologique de vraiment d'en parler, de reparler des circonstances de la mort, de remettre des mots là-dessus, de parler. C'est hyper sain. Et au contraire, certains pensent aussi que c'est un aveu de faiblesse que de tout le temps en parler. Eh bien, moi, je vous dis vraiment, c'est au contraire, ça va vous aider à vous apaiser, ça va vous aider à améliorer votre santé physique, et psychologique aussi. Donc, je vous encourage vraiment aussi à remettre des mots, même si, vous avez l'impression d'être en boucle, mais en fait, ça vous aide énormément. L'autre chose, c'est aussi d'être à l'écoute de votre corps. Alors, si certaines personnes, là, j'ai pas trop de commentaires pour l'instant, ou je les vois pas. Ah si, j'ai des commentaires, mais je ne les vois pas. Pourquoi je les vois pas? Je sais pas pourquoi je les vois pas. Ah, ça y est, je vois les commentaires. Super. Marie qui dit toujours autant de douleur après 15 ans. Ouais. Alors, on va parler aussi de la douleur et comment ça peut, on peut vous aider par rapport à la douleur. Donc, n'hésitez pas, Marie, si vous avez des questions. Bonjour Stéphane, bonjour Marine. Par rapport au corps, on parle peu de l'impact sur le corps, en fait. Alors personnellement, je vais pas me faire des amis, mais tant pis. Je trouve que le corps médical n'en parle pas assez aux gens quand ils perdent un conjoint, l'impact fort que ça a sur le corps. Et en termes d'aide, de prévention, il n'y a pas assez de choses qui sont mises en avant. Parce qu'en fait, au niveau du corps, il y a un impact fort, puisque souvent, on dort plus. On dort très mal, on n'a pas d'appétit, il peut y avoir un amaigrissement, il peut y avoir une sensation d'oppression au niveau de la cage thoracique, des tensions, des gens qui vont vraiment se sentir complètement comprimé et mal. Donc, ça a un impact vraiment puissant. Et c'est aussi, il peut y avoir aussi ce qui se passe pour certaines personnes. Moi, c'était mon cas et c'est le cas aussi de certains clients que j'accompagne. L'impression d'être complètement coupé au niveau de son corps. Moi, la première fois que ma sophrologue m'a dit, quand je suis allée la voir, comment tu te sens dans ton corps? Je ne comprenais pas sa question, vraiment. Parce que moi, j'allais la voir, mon conjoint était décédé depuis à peu près 8 mois, mais je ne dormais pas la nuit. Donc, c'était ça mon problème. Et je ne faisais pas de lien avec tout ça. C'était pas clair pour moi et je ne savais pas dire comment je me sentais dans mon corps. À l'époque, je faisais du yoga, donc je savais lui dire que quand j'allais au yoga, le soir où j'allais au yoga, je dormais un peu mieux la nuit.
Mais je me suis rendu compte, après qu'elle m'ait posé cette question, j'ai vraiment pris conscience que j'étais dans une fatigue vraiment plus. Eh bien, effectivement, ça avait un impact sur moi parce que je faisais des crises d'asthme alors que je n'avais pas jamais fait de crise d'asthme, mais je liais pas ça du tout au deuil. Et en fait, c'était lié à cette oppression que je sentais. Donc, soyez attentifs aussi à ça. Et comment être attentif à ça et à se reconnecter à son corps? Eh bien, c'est peut-être en essayant. Alors, à nouveau, c'est comme vous pouvez, à votre rythme, comme vous sentez les choses. Moi, je vous donne des pistes, mais c'est comme vous, c'est OK pour vous. Ça peut être d'aller marcher, ça peut être d'aller nager, ça peut être, je sais pas si vous aimez jardiner, de jardiner, ça peut être d'aller hurler dans les bois. J'ai un client en ce moment, il me dit, je fous des coups de pied dans les arbres quand je vais dans les bois. Mais en tout cas, de remettre votre corps vraiment en mouvement. Pour reconnecter avec cette sensation d'être vivant, d'être vivante, parce qu'on a tellement l'impression d'être vide à l'intérieur de soi que de remettre le corps petit à petit en mouvement, ça aide à se sentir vraiment en vie et de s'éloigner de ce sentiment-là de mort à l'intérieur de vous. Donc, je vous encourage vraiment, alors en douceur, à votre rythme. Alors, je vais vous dire de faire de la sophrologie, mais vous allez dire, la fille, elle prêche pour sa paroisse. Mais en tout cas, se reconnecter, oui, à sa respiration, peut-être faire de la méditation, le yoga, tout ce qui va pouvoir vous permettre d'être plus focus, d'être concentré sur votre corps. Parce que dans ces moments-là, on est beaucoup dans sa tête. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. On est dans nos ruminations, on est dans repasser le film de comment ça s'est passé, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'a pas fait, et comment ça va se passer pour nous dans l'avenir. Et on est tellement dans notre tête qu'on est coupé du corps et qu'on n'est plus attentif à son corps. Donc, se reconnecter à son corps, ça nous aide vraiment à sentir vivant et à s'apaiser là petit à petit au niveau du mental. Donc ça, je vous encourage vraiment à pouvoir le faire. Alors, il y a des gens qui sont aussi hyper sportifs et qui reprennent le sport qu'ils pratiquaient. Ça peut être la course, ça peut être où ça va vraiment les aider dans leur reconstruction. Voilà ce que je veux vous amener par rapport au fait de vivre vos émotions. Je ne sais pas si voilà, ça fait écho, s'il y a des remarques par rapport à ce que je viens de partager. Je bois un coup parce que c'est une chaleur de folie. Il n'y a pas de retour pour l'instant. Alors, la deuxième chose par rapport à la reconstruction, c'est aussi de petit à petit, vous allez réapprendre, on va dire, à vivre autrement et apprendre à vivre sans votre conjoint, en fait. Et ça va être comme un apprentissage parce que quand on est le deuil du conjoint, c'est vraiment spécifique parce qu'on est à deux, on a des projets à deux, il y a un lien d'amour ensemble. Donc, c'est vraiment une déchirure totale. Donc, tout s'effondre, tout ce qu'on a construit se pète le nez. Et c'est vraiment, c'est hyper violent, c'est d'un seul coup et tous les projets aussi, tout est mis vraiment à terre. Donc, dans le réapprentissage à revivre seul et sans son conjoint, c'est pas d'oublier son conjoint. Vraiment, enfin, je tiens à dire parce qu'on n'oublie pas son conjoint qui n'est plus là. Et même si on avance et même si on refait sa vie, on n'oublie pas. Mais on va tisser un autre lien avec lui. Et petit à petit, on va tisser un lien qui va s'apaiser. Donc, vous allez me dire, oui, mais comment je fais Eh bien, déjà, il y a les rituels qui peuvent vous aider à vous sécuriser, à tisser comme ça ce lien de façon apaisée. Donc, tous les rituels que vous pouvez mettre en place, alors vous allez développer vos propres rituels. Moi, je vous donne quelques pistes, mais vous avez certainement aussi des choses que vous pratiquez déjà. Ça peut être,
Certaines personnes m'ont déjà dit qu'elles mettaient par exemple, qu'elles allumaient le matin avant de démarrer leur journée ou avant d'aller travailler, une photo de leur conjoint avec une petite bougie à côté et voilà, qu'elles lui parlent, qu'elles se recueillent vraiment devant, enfin elles prennent un temps comme ça. Voilà, pour prendre de l'énergie, pour se booster, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des choses, par exemple, au moment de l'anniversaire de la mort, décider d'aller planter un arbre. Voilà, quelque chose de symbolique, planter un arbre dans son jardin ou dans un lieu où son conjoint aimait aller et on va pouvoir se recueillir. Ça va pouvoir être pour certaines personnes, au début de l'année, penser au conjoint en allant dans un lieu de vacances où on allait ensemble. Ça va être plein de petites choses comme ça. Pour certains, les gens qui sont croyants, ça va être aller se recueillir à l'église, donner une messe. Ça peut être plein de choses comme ça. Certains, une fois par an, en l'honneur de la personne, pour lui rendre hommage, vont faire une grosse fiesta. Voilà, ça, j'ai déjà entendu, voilà, avec des gens qui lisent des textes, qui montrent des photos, où c'est en fait, il y a des larmes, mais il y a aussi beaucoup de joie. Donc, ça peut être des choses comme ça pour garder ce lien, mais l'apaiser au fur et à mesure. Comment aussi vous allez apprendre à revivre seul et à réorganiser vraiment votre vie? C'est justement en réorganisant votre vie de façon aussi concrète. Il y a des gens qui vont choisir, il y a déjà quelque chose d'hyper concret, alors qu'on des fois on retarde, enfin moi ça a été mon cas personnellement, de faire, ça va être peut-être de trier les affaires de la personne, de voir ce qu'on va garder, ce qu'on va pas garder, ce qu'on va donner à des proches. Ça, c'est des choses très concrètes. Il y a des gens qui font le choix, par exemple, de déménager. Donc, alors parfois pour des raisons émotionnelles, et puis parfois pour des raisons aussi financières, parce que je pense aux femmes qui se retrouvent seules, parfois qui ne travaillent pas ou qui ont des petites ressources, elles ne peuvent pas forcément rester dans l'appartement ou dans la maison où elles étaient avec leur conjoint. Et donc elles choisissent voilà, de déménager. Donc ça va être des choses comme ça concrètes. Ça va être dans la réorganisation, ça va être aussi avec les enfants. Parfois, on est obligé de se réorganiser parce que la maman ou le papa avait une place particulière, aller les chercher le soir à l'école, c'est pas possible pour vous. Donc, il va y avoir un système de nounou à mettre en place. Donc, c'est des choses concrètes où vous allez petit à petit voir que vous êtes capable de réorganiser les choses seul. Et vous allez c'est vraiment un réapprentissage et une reconstruction. Donc ça, c'est un outil hyper concret de mettre en place des choses concrètes comme ça. Et puis, parfois, la vie, elle nous aide aussi à se reconnecter aussi, à réapprendre, à profiter des bons moments et des bonnes choses. Voilà, je voulais juste vous partager pour vous faire sourire une anecdote, moi, où quand Jeff est mort, avant déjà qu'il décède, j'avais prévu de partir en voyage avec une amie. Et en Italie, on devait faire le tour de l'Italie. Et je suis quand même partie, voilà, c'était à peu près 7-8 mois après. Et on était à Vérone et on était dans un groupe, on a rejoint un groupe qui faisait des visites avec un guide. Et à un moment donné, pendant la visite, moi, je me suis sentie hyper mal. Je saurais plus vous dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a... Mais en fait, j'ai senti que, voilà, au niveau émotionnel, là, je sentais que c'était hyper lourd et que les larmes m'ont monté, que voilà, ça allait couler et tout. Et j'étais entourée de monde. Donc, j'ai dit à mon ami, j'ai besoin d'être seule, je vais aller boire un verre. Je vais aller boire un verre sur une terrasse pour me rafraîchir, etc. Donc, je suis partie. Bien sûr, sous mes lunettes de soleil, je commençais à pleurer et les larmes commençaient à couler. Et je me suis installée à cette terrasse de café. Et un serveur italien, je le précise, est arrivé, mais qui parlait très bien français, avec un accent à l'Aldo Macione, on va dire. Alors, je ne saurais pas bien vous le refaire, mais qui a bien vu que je n'étais pas super en forme. Et il m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit c'est l'amour, avec un accent. Et moi, j'étais un peu dans le brouillard. Bon, j'ai dû faire signe de la tête, oui. Et il m'a dit un truc assez énorme. Il m'a dit ah mais tu es belle, tu vas pas te suicider quand même.
Et en fait, j'ai eu un temps d'arrêt comme ça. C'était tellement violent ce qu'il me disait, mais tellement que d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai éclaté de rire parce que son accent italien et qu'il me dise tu vas pas te suicider alors que mon conjoint s'était suicidé depuis 8 mois, c'était tellement énorme avec une espèce de sincérité, un truc hyper joyeux que moi j'ai éclaté de rire. Je pense que c'était mon premier fou rire depuis très longtemps. Et mon amie est arrivée à ce moment-là et j'ai eu une espèce de gêne parce qu'elle m'a dit mais tu pleures, tu ris, je comprends pas. Et d'un seul coup, je me suis sentie complètement écartelée parce que d'un seul coup, bah, j'étais dans cette peine, dans mon émotion hyper violente. Et puis en même temps, eh bien, il y a cette joie, là, ce truc, ce gars italien, ce serveur un peu macho et tout, qui me dit ça. Et je sais pas, moi, ça m'a fait rire. Et, euh, et voilà, à des moments, dans cet apprentissage de revivre seul, de s'apaiser, eh ben, on peut se sentir un peu écartelé parce que d'un autre côté, je me sentais coupable presque de rire aux éclats et de revenir dans la vie. Donc parfois, il y a des événements comme ça de la vie qui vous reconnectent comme ça à votre joie. Il y a une dame il n'y a pas longtemps qui me disait qu'elle avait un chiot et qu'il faisait plein de bêtises et qu'il avait une bouille adorable et du coup que ça la faisait marrer et elle me disait ah mais je peux pas, j'ai pas le droit. Bah si, c'est ok aussi. Et un monsieur me disait j'étais l'autre jour sur la terrasse et je me suis retenue une bonne bière, j'étais bien, je profitais du soleil, puis pouf, j'ai pensé à ma femme et je me suis dit mais est-ce que j'ai le droit? Bah oui, j'ai le droit quoi. Donc, vous allez voir que petit à petit, il y a ces choses-là qui reviennent de vie et qui nous permettent aussi d'avancer seuls sans notre conjoint et puis d'apprendre. Voilà, c'est un nouveau, voilà, c'est un apprentissage vraiment qui se met en place et parfois la vie, elle nous aide aussi. Euh, et dans le réapprentissage, il y a aussi, alors peut-être pas tout de suite, mais ça peut être au bout d'un an, ça peut être au bout de 2 ans, ça peut être au bout de 15 ans. Il n'y a pas de date. En fait, on est chacun différent. Il y a peut-être aussi un moment donné, merci pour vos pouces et vos cœurs, l'envie d'être à nouveau amoureux ou amoureuse. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont envie, mais qui ne se l'autorisent pas. Ils ont peur de la réaction de leur entourage, de leurs enfants, du regard des autres. Et puis, ils ont aussi peur de se dire, si je rencontre quelqu'un, comment je vais lui en parler? Parce que ça a de la place aussi, ça, dans ma vie. Et quelle attitude voilà, va avoir l'autre? Donc, il y a beaucoup de peur d'avoir une nouvelle intimité, une nouvelle sexualité. Ça fout les jetons et on ne s'autorise pas forcément à y aller. Donc, et c'est aussi, comment dire, ça fait aussi partie de la vie que de se réengager vraiment dans une nouvelle vie de couple. C'est normal et c'est OK. Et à ce propos, vous pouvez aller voir sur mon blog, il y a quelques mois, on avait fait un live avec Myriam, qui est thérapeute de couple. On avait intitulé ce live Renouer avec l'amour après le deuil de son conjoint. Oui, c'est possible. Eh bien, voilà, vous verrez que Myriam, elle est thérapeute de couple et elle a perdu son conjoint il y a 2 ans. Moi, je l'ai rencontrée dans une réunion d'entrepreneurs et on savait qu'on avait ce point commun parce qu'on se suivait sur Internet. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est « moi, je crois toujours en l'amour ». Et quand elle m'a dit ça, j'ai eu des frissons partout. Et je me suis dit, il faut qu'on en parle parce que c'est hyper tabou. Et donc oui, on a aussi le droit. C'est pas pour ça qu'on va oublier le conjoint défunt et vous allez vivre une autre histoire d'amour, vous allez aimer autrement, différemment. Et la personne qui va vous rencontrer, eh bien, elle va aussi vous aimer parce que vous êtes une autre personne, une personne voilà, qui avait vécu des choses difficiles, mais voilà, elle prend aussi le package, on va dire, et elle prend tout ça aussi. Donc c'est quelque chose, voilà, vous n'allez pas tourner la page, vous n'allez pas oublier votre conjoint défunt parce que vous rengagez dans une nouvelle histoire aussi. Donc ça, c'est important aussi d'en parler parce qu'on en parle peu et c'est aussi un vrai tabou. Je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ce que je viens de partager sur réapprendre à vivre seul et à vivre sans son conjoint.
Je vais un peu boire d'eau parce qu'il fait chaud. Ok. Donc, je vais continuer. La troisième clé, c'est de retrouver son identité, enfin sa nouvelle identité. Après le deuil de son conjoint, on est une autre personne. Parce que comme je le partageais tout à l'heure, eh bien, en soi, voilà, tout est ruiné, tout est détruit. On peut se sentir vide. Et il faut vraiment un temps comme ça de reconstruction. Et il y a une nouvelle identité qui se reconstruit. Donc, même si on est parfois dans l'action, enfin, je vous partage, pour moi, j'ai repris le travail au bout de 8 jours. Alors, je ne dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. Je sais pas, il y a des gens qui reprennent le travail au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Il y en a qui le reprennent jamais. On fait comme on peut avec ce qu'on est, avec notre personnalité. Et pour moi, c'était important de reprendre le travail rapidement pour sentir la vie autour de moi déjà. Et pour peut-être trouver un sens quelque part. Parce que ce qu'on vit, ça n'a pas de sens. C'est complètement insensé et on est beaucoup dans le pourquoi. Donc pour moi, de reprendre mon activité, à l'époque, j'étais chef de service sur un pôle d'hébergement pour des personnes sans abri. Donc c'était quelque chose qui avait beaucoup de sens. Ben, c'était important pour moi de reconnecter à ça, même s'il y a des moments, j'étais à côté de la plaque, vraiment. Je pense que j'avais vraiment du mal à me concentrer, mais j'étais dans l'action et j'étais dans le faire. Et c'était une étape importante pour moi. Après, c'est important aussi d'être dans l'être, mais d'être dans le faire, c'était important pour moi, même si j'étais parfois déconnectée. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que les travailleurs sociaux qui bossaient avec moi, les infirmiers, etc., ont continué à me voir comme leur chef de service, leur boss, même si j'avais vécu ce que j'avais vécu. Et moi, ça m'a aidé de savoir que j'allais pas être vue seulement comme une pauvre petite chose fragile, mais qu'ils continuaient à avoir confiance en moi. Donc, s'il y en a qui me regardent, je crois qu'il y en a une qui me regarde, ben, merci, parce que moi, ça m'a aussi beaucoup aidé à reconstruire aussi mon identité. Et encore une fois, voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Mais à cette époque-là, je pense que j'étais vide à l'intérieur. J'étais un vrai bulldozer de verre parce que j'allais dans l'action. Mais j'aurais pu très bien m'effondrer et je me suis effondrée plusieurs fois rapidement parce que j'étais en pleine reconstruction et les choses n'étaient pas encore stabilisées. Et j'étais en train de construire ma nouvelle identité. Donc, dans cette nouvelle identité, notre rapport à nous, il change complètement parce que on a des peurs qui sont parfois des émotions qui sont complètement démesurées. Certains peuvent avoir peur de tout, vraiment, que les enfants tombent malades, qu'il arrive quelque chose. Enfin, on est vraiment dans une hyper insécurité comme ça. Et en même temps, certains partagent aussi qu'en parallèle, ils font des choses qu'ils n'auraient jamais fait avant. Et c'est un peu déstabilisant parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Donc, c'est vraiment ce changement d'identité qui arrive quand on perd son conjoint. Alors, c'est vraiment dans tous les deuils et c'est aussi spécifique dans le cadre de la perte du conjoint parce qu'on se découvre aussi à faire des choses qu'on n'aurait certainement pas faites avant. Donc ça, c'est une chose importante. Et forcément, dans ce changement d'identité, ben, notre corps, c'est notre meilleur allié parce qu'il sait souvent avant notre tête ce qu'il a besoin. Donc moi, je vous encourage à vous entraîner à être à l'écoute de votre corps. Et il y a la notion de temps. Alors, c'est sûr que c'est difficile à admettre parce qu'on est tellement mal, on est tellement dans la souffrance, c'est tellement violent qu'on a envie que cette souffrance, elle s'arrête. Elle s'arrête
Et en même temps, le temps, c'est aussi notre meilleur allié parce que vous comprenez bien que vous êtes complètement détruit de l'intérieur et forcément, eh bien, il faut du temps pour que cette reconstruction, elle se mette en route au fur et à mesure. Donc ça, c'est vous, pour vraiment mettre le focus sur ce changement où on est une autre personne. On est, moi je dis souvent, ok, je suis toujours Rachel, mais là, je suis autrement quoi qu'il y a 5 ans. Je suis complètement différente à l'intérieur parce que mon identité, elle est complètement autre aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des remarques par rapport à ça, par rapport à cette sensation d'être une autre personne, de ne pas se reconnaître. Vous n'êtes pas très bavard, hein, il y a du monde pourtant, mais vous êtes hyper discret. Mais ça me va, c'est OK. Ensuite, par rapport à notre identité, notre rapport aux autres et au monde change complètement. Voilà, vous avez vécu ça aussi. En fait, on a un autre rapport au monde et aux autres. Nos valeurs, elles changent complètement. Nos priorités aussi. Et forcément, autour de nous, on a l'impression que ça bouge, il y a, comment dire, il y a vraiment, il y a des gens qui vont s'éloigner peut-être parce que la mort c'est tabou et ça fait peur et les gens ils savent pas quoi vous dire et ils sont gênés et ils ont peur d'être des fois contaminés, hein, c'est inconscient. Enfin, je le dis avec beaucoup de bienveillance, mais et puis il y a d'autres gens qui vont arriver dans votre vie, qui vont trouver les mots, qui vont oser parler de votre conjoint défunt. Qui vont pas avoir peur de ça, qui vont pas avoir peur qu'il y ait des larmes, de vous prendre dans les bras, etc. Donc forcément, et des fois c'est des gens qu'on connaît pas depuis très longtemps, il y a vraiment des changements qui se font. Il y a des gens qui s'éloignent, il y a des gens qui se rapprochent. Ça fait partie, voilà, on en parle peu, mais alors des fois on peut être en colère aussi contre des gens qui vont nous faire certaines remarques, qui vont nous dire faut que tu tournes la page, alors que c'est pas question de tourner la page, c'est de vraiment avancer avec cette peine-là. Donc il y a des remarques comme ça, voilà, où il y a des gens qui vont vous plomber votre énergie parce qu'il y a des périodes où ça va aller bien et puis mieux, surtout pas bien mais mieux, et qui vont être très négatifs, qui vont être dans la plainte auprès de vous, qui vont être voilà, pas dans une bonne énergie, vous n'allez pas forcément avoir envie de voir. Et ça, c'est OK. Alors, des fois, on me dit, mais moi, j'ose pas dire aux gens parce qu'ils sont tellement gentils, etc., parce qu'ils m'ont aidé. Vous pouvez très bien dire aussi, pour le moment, je me consacre à moi, à mes enfants, à me réorganiser parce que ce qui est arrivé, c'est difficile pour moi et j'ai besoin de me retrouver. Mais je suis super content d'avoir de tes nouvelles, de te voir. Mais pour le moment, on se verra pas parce que j'ai besoin d'être recentrée sur moi. Donc les gens, ils entendent, c'est pour le moment, donc c'est pas définitif. Et puis, ils entendent aussi que vous êtes quand même content de les voir et je vous encourage pas forcément à couper définitivement, mais vous pouvez quand même garder ce lien. Mais si vous sentez que c'est voilà, des personnes qui vont pas voilà, vous nourrir et vous apaiser, eh bien, voilà, c'est OK aussi. Après, vous allez forcément repérer autour de vous des personnes qui vont vous faire du bien et qui, quand on va vous poser la question comment ça va, cette fameuse question, eh bien, à certains, vous allez répondre comme une formule de politesse, ouais, ça va, et vite vous barrer, peut-être. Et puis, d'autres fois, si vous sentez que la personne, elle est bienveillante, elle est à votre écoute,
Si vous sentez qu'elle va être là sur la durée, qu'elle va pas être là que pendant quelques semaines, mais qu'elle va être là pour les années à venir, et puis qu'elle accepte aussi qu'il y ait des moments où vous allez pas bien, il y ait des moments où qu'elle vous force pas à aller bien absolument. C'est une personne à qui vous pouvez aussi vous confier et peut-être lâcher aussi le masque et vous allez pouvoir aussi parler et vous libérer aussi. Donc il y a tout cet environnement où il y a un repérage comme ça autour de soi qui change et qui bouge et c'est OK. Et il y a peut-être des périodes où vous n'allez pas avoir envie de voir du monde aussi. Parce qu'on est toujours dans cette contradiction. On a envie de voir du monde, mais en même temps, on a envie d'être seul. De temps en temps, on a envie d'en parler et de temps en temps, on n'a pas envie d'en parler. Et c'est comme ça et c'est OK. Voilà. Peut-être aussi par rapport à cette nouvelle identité, c'est aussi de vous refaire confiance. Parce que forcément, la confiance, l'estime de soi, c'est des choses qui sont complètement ruinées quand on vit la mort de son conjoint. Pour un peu qu'on n'ait déjà pas trop confiance en soi avant, c'est quelque chose qui est complètement balayé. Donc comment vous allez vous refaire confiance petit à petit, comment vous allez réentraîner. En fait, la confiance en soi, c'est comme un muscle, l'estime de soi aussi. Donc la confiance en soi, c'est croire en ses capacités. Et l'estime de soi, c'est plus la valeur, qu'est-ce que je vaux moi en tant que personne, quoi. Donc c'est comme un muscle que vous allez réentraîner. Alors vous allez me dire comment je vais faire ça. Eh bien, vous pouvez déjà refaire des petites choses qui vous font du bien. Alors ça peut être des choses très basiques, mais certains vont dire, moi, ça me fait du bien de jardiner. Il y a des gens, il y a une dame en ce moment que j'accompagne qui me dit, ça me fait du bien de peindre parce que je suis créative et c'est concret. J'ai l'impression de recréer la vie. Ça peut être vraiment des choses futiles, des petites choses, aller marcher. Ça peut être aussi écrire. Il y a des gens qui écrivent aussi beaucoup sur un cahier. Donc, ça peut être écrire votre colère, écrire votre rage. Aussi, je me souviens l'année dernière, j'ai accompagné un monsieur qui m'a fait rire. Je l'accompagnais par Skype et une séance, il montre un gros cahier comme ça et tout, et il montre et qu'il avait ouvert il y a 15 jours à peu près. Et en fait, où il avait écrit tous les jours, il écrivait à sa femme ce qu'il ressentait, ce qu'il avait fait, etc. Et il me dit, waouh, ça m'a aidé, c'était super et tout ça. Et il continuait ce cahier. Donc c'est peut-être aussi une piste pour vous. C'est peut-être un cahier aussi où vous pouvez aussi noter vos gratitudes, de dire merci aussi. Merci à ce qui se passe quand même aujourd'hui dans votre vie. Peut-être merci pour le toit que vous avez au-dessus de votre tête. Merci pour manger à votre faim tous les jours. Merci pour le soleil qu'il y a aujourd'hui. Merci pour cette canicule. Merci pour vos enfants qui sont là. Merci. Ça peut être plein de choses. Merci parce que vous avez passé du temps aujourd'hui avec une amie et que ça vous a fait du bien. Et merci aussi à votre conjoint qui n'est plus là, mais peut-être pour tout ce qui vous a appris, tout ce qui vous a apporté, la joie qu'il vous a donné, la force qu'il vous donne aujourd'hui, maintenant qu'il est en vous, qu'il est à l'intérieur de vous. Donc, toute cette gratitude-là, ça va vous aider aussi à vous apaiser et à apaiser le lien que vous avez avec lui, vraiment. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que, parce que là souvent j'ai dit aller bien, etc. Mais je pense que l'objectif, quitte à en choquer certains ou certaines, c'est pas d'aller bien, c'est d'aller mieux. Le cahier, alors vous l'appelez comme vous voulez, journal de bord, cahier gratitude, c'est aussi un outil pour mesurer aussi vos avancées et vous dire, ah ben tiens, je vais mieux qu'il y a 3 mois, je vais mieux qu'il y a 6 mois, je vais mieux qu'il y a 5 ans, je vais mieux qu'il y a 10 ans. Il y a des choses qui vont avancer chez moi. Donc, c'est aussi aidant de voir tout le chemin qu'on parcourt parce que, en fait, c'est vraiment tout un chemin où on avance progressivement et voilà, les choses se mettent en route vraiment de façon progressive. Je ne sais pas s'il y a des petits retours par rapport à ce que je vous dis, ce que je vous partage.
Pas pour le moment. Donc là, je vous ai partagé les trois clés pour moi, trois clés. Il y en a d'autres de la reconstruction. C'est vraiment de s'autoriser à vivre ses émotions, de comprendre on réapprend à vivre autrement et à vivre aussi avec seul. Pour apaiser le lien avec le conjoint qu'on a perdu. Et puis la troisième chose, c'est vraiment de se mettre en route sur le chemin d'une reconstruction d'une nouvelle identité, vraiment. Alors peut-être pour conclure, s'il n'y a pas de commentaires, c'est d'être honnête aussi. Votre vie, elle sera plus jamais comme avant. Ça, c'est sûr. On ne peut pas se le cacher. Enfin, je sais très bien que ma vie n'est plus comme il y a 5 ans. Et qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas et qu'il ne faut pas craindre non plus ces bas parce que certaines personnes parfois au bout de quelques temps ont l'impression d'aller mieux puis d'un seul coup s'effondrent, pleurent. Eh bien c'est ok aussi parce que notre cicatrice, c'est comme si on avait une cicatrice, en tout cas moi je le vis comme ça, de vraiment la tête jusqu'à nos doigts de pied. Et cette cicatrice, eh bien, par moment, moi c'est mon cas, eh ben, elle nous tiraille, elle va nous chercher et c'est douloureux. Ça peut être douloureux parce que c'est la date anniversaire de la mort, ça peut être douloureux parce que moi, ça arrive quand je suis fatiguée, quand je suis un peu contrariée, ou voilà, les émotions sont beaucoup plus vives. Et peut-être que les émotions, vous allez les vivre aussi différemment, même après, même quand c'est apaisé. On parlait de ça avec Aurélie Drivet qui a écrit un livre. Alors, c'est sur le deuil périnatal. Elle a perdu sa petite fille, donc c'est un peu différent. Mais Aurélie disait, vous retrouverez son interview sur mon blog, elle disait, moi, je vis les choses, je suis dans la gratitude vis-à-vis de ma fille que j'ai perdue parce que je vis les choses de façon plus intense. Quand je pleure vraiment. Et quand je suis dans l'émotion, je pleure tout de suite. Et quand je suis dans la joie, je suis aussi dans une joie intense. Et je partage assez ça avec elle parce qu'en fait, on vit aussi les émotions de façon différente après, même quand on se sent un peu plus apaisé. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la reconstruction, elle est possible, sans oublier son conjoint, mais il y a une reconstruction qui est possible. Et qu'on va, alors souvent on nous parle de faire son deuil. Moi, je considère qu'on ne fait jamais son deuil en fait, parce que on est en chemin. Voilà, on va vivre toute sa vie avec ce deuil, mais on est en chemin de la reconstruction et on peut aussi être dans une croissance après deuil et un développement personnel aussi après ce deuil. Alors ça prend du temps. C'est pas toujours possible aussi, mais voilà, j'ai envie vraiment de dire qu'il y a plein de personnes qui perdent leur conjoint et qui sont résilients et qui sont vraiment aussi qui reconnectent à leur joie de vivre et qui refont des projets et qui parfois changent complètement leur vie. Après un deuil, comme ça a été le cas pour moi dans mon travail. Il y a des gens qui vont vraiment, par exemple, qui vont voyager, qui vont faire des choses qu'ils n'auraient jamais faites si cet événement-là n'était pas arrivé du tout. Donc voilà vraiment. Donc moi, je fais ces lives aussi et pour vraiment vous donner de l'espoir que c'est possible et c'est sûr que c'est un chemin. Voilà. Alors, j'ai juste lire les commentaires. Stéphane, rien ajouté. Merci Stéphane. Marine, simplement envie de te remercier pour ces partages, ces heures que tu donnes et qui parlent, même si la thématique ne nous concerne pas au premier plan, ces clés sont aussi bonnes et juste dans le cas d'autres décès. Ouais, complètement. Complètement. Merci Marine. Et donc, pour conclure, donc si vous avez perdu votre conjoint, si vous vous sentez débordé par vos émotions, si vous sentez que vous vivez des hauts, des bas, mais que vous avez vraiment envie, vous sentez que l'envie est là, mais c'est difficile de faire le pas, et que vous avez envie de vous autoriser à retrouver votre joie de vivre, à vous autoriser à faire de nouveaux projets,
à apaiser cette douleur et à construire un autre lien avec votre conjoint défunt, eh bien moi, je vous propose d'aller voir sur mon site les 3 programmes d'accompagnement que je vous propose. Alors, n'attendez pas, il y a des gens qui me disent « je viendrai te voir quand ça ira mieux ». Je pense que n'attendez pas. Si suite à ce live, eh ben, vous êtes dans la même énergie que moi, si vous avez envie de rejoindre aussi une communauté de personnes qui ont vécu des épreuves de vie, des deuils, des maladies, des difficultés, mais qui sont dans une dynamique vraiment positive, si vous avez envie de partager aussi avec eux, ben, je vous invite à aller voir mes forfaits et puis à aussi prendre rendez-vous pour qu'on se rencontre. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site pour qu'on se rencontre, pour échanger, pour faire connaissance. Et puis, je vous explique plus en détail comment moi je travaille au cabinet, mais aussi à distance, parce que tous mes programmes se font aussi en ligne. Et puis, ben, si ça match entre nous, ben, on validera le fait de travailler ensemble. Voilà. Et puis, ce que je voulais vous dire pour finir, parce que j'avais dit que je ferais un live de une demi-heure, mais ça fait presque 1 heure. Je suis bavarde. C'est que retrouver sa joie de vivre, c'est aussi s'autoriser à se faire aider par une femme qui a vécu les mêmes épreuves que vous et qui connaît le chemin de la reconstruction. Voilà, je vous dirai juste ça en conclusion. Et je vous souhaite vraiment de tout cœur beaucoup d'apaisement. Et puis, je vous retrouve sur mon site internet et puis sur Facebook pour des prochaines conférences en ligne. Voilà, au revoir.